Europe 1 Soir, 19h-21h, Stéphanie Demuru. Et une émission consacrée donc à ce nouveau gouvernement. C'est enfin la fin du suspense. Après 2 reports, on connaît enfin le visage de cette équipe gouvernementale menée par François Bayrou. Nous allons débattre évidemment avec Victor Herrault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Et nous sommes également en direct avec Arnaud Benedetti, politologue. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Alors, tout ça pour ça, vous diriez ça, vous aussi, Arnaud Benedetti ? Non, mais de toute façon, on savait dès le départ que, compte tenu de l'assise parlementaire qui était celle de François Bayrou, on aurait un gouvernement qui serait un gouvernement qui resterait dans l'épure de ce qu'avait été le gouvernement de Michel Barnier, au moins en termes de coloration politique et en termes, encore une fois, d'assises à l'Assemblée nationale. Donc, après, François Bayrou a essayé de compenser vraisemblablement ce qui peut être considéré comme finalement un échec, parce qu'il avait été nommé aussi pour essayer d'élargir par rapport à ce qu'avait fait Michel Barnier. Et il compense en essayant de trouver des profils qui sont des profils politiques qui, pour certains d'entre eux, ont une expérience certaine. Il faut noter qu'il y a quand même 2 anciens premiers ministres qui rentrent dans ce gouvernement. Madame Borne, qui était encore une première ministre, il faut s'en souvenir, en début d'année, en janvier, et le retour de Manuel Valls comme ministre d'État chargé de l'outre-mer. Donc tout se passe comme si finalement on essayait de compenser la faiblesse parlementaire par un affichage politique en termes de nom et de notoriété politique qui veut donner le sentiment qu'on va privilégier forcément l'expérience politique dans un contexte parlementaire. On vous sent sceptique, Arnaud Benedetti, sur la compensation. Est-ce que ça suffira pas, selon vous, à attirer les socialistes et éviter une motion de censure ? C'est-à-dire que, si vous voulez, encore une fois, la situation parlementaire reste la même, c'est-à-dire avec à peu près 330 parlementaires qui peuvent à tout moment voter une motion de censure. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, il y a des lignes de cohérence qui, malgré tout, apparaissent dans ce gouvernement. Je pense notamment sur les 2 postes régaliens que sont l'intérieur et la justice, puisque là, on a 2 personnalités de droite qui sont en phase, en principe, sur la ligne politique à mener en matière de sécurité et de justice. Donc ça, c'est un signal qui est évidemment envoyé non seulement à l'opinion publique, pour laquelle la question aujourd'hui de la sécurité constitue un enjeu prioritaire, mais c'est aussi un signal envoyé éventuellement au Rassemblement national pour que celui-ci, en tout cas, observe au moins dans un premier temps une attitude de neutralité passive, en l'occurrence. Après, c'est vrai que ça reste quand même un exercice qui va être très contraint. La question est de savoir si l'opinion publique va réagir positivement à ce casting gouvernemental. Ça, on va le voir très rapidement, dans les prochains jours. Oui. Mais on peut avoir des doutes, parce que finalement, le problème, c'est que c'est la question du renouveau. Les Français aux dernières élections législatives n'ont pas forcément voté pour revoir un certain nombre de personnalités politiques du passé. Oui, Elisabeth Borne, qui est quand même la femme du 49-3 aux yeux de beaucoup de Français. Oui, Elisabeth Borne, c'est un symbole. C'est elle qui a quand même procédé à la réforme des retraites, dont on sait qu'elle n'est quand même pas particulièrement populaire dans l'opinion publique. Après, bon, alors il y a des personnalités nouvelles qui apparaissent. Je pense à Monsieur Lombard, entre autres, qui est quelqu'un qui dirigeait la Caisse des dépôts et Consignations, qui est une personnalité plutôt à gauche, puisqu'il a été membre de plusieurs cabinets ministériels de ministres socialistes, dont notamment de Michel Sapin. À noter d'ailleurs que du côté de Bercy, c'est véritablement l'influence d'Emmanuel Macron qui reste forte. Monsieur Lombard était plutôt quelqu'un qui était proche d'Emmanuel Macron. Monsieur Saint-Martin reste lui aussi au compte public. Monsieur Ferracci également, ministre de l'Industrie, qui est un proche d'Emmanuel Macron. Là, de ce point de vue, on voit que le président de la République a réussi à garder la maîtrise. Et Jean-Noël Barrot au Quai d'Orsay. Et Jean-Noël Barrot reste au Quai d'Orsay, mais Jean-Noël Barrot est une personnalité issue du MoDem. Il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est aussi un proche de François Bayrou. Là, de ce point de vue-là, il y a un équilibre au moins sur le poste de ministre des Affaires étrangères. Laurent Saint-Martin est ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger.
Il abandonne les comptes publics. Il abandonne, tout à fait, les comptes publics revenant à Didier de Montchalin, tout à fait. Mais qui est proche d'Emmanuel Macron aussi. Donc à voir, effectivement, pas d'enseignement très clair à ce stade. Clairement, Arnaud Benedetti, il faudra attendre la suite et notamment le budget et la déclaration de politique générale le 14 janvier. Oui, ça sera en tout cas un des moments importants pour ce Premier ministre qui rentre en scène. Encore une fois, j'insiste là-dessus, la contrainte reste très forte. La contrainte parlementaire qui est issue du résultat des élections législatives fait que ce gouvernement reste un gouvernement minoritaire. Ça, c'est le point le plus important. Le gouvernement de Michel Barnier était déjà un gouvernement minoritaire. Le gouvernement de François Bayrou reste également un gouvernement minoritaire, qui plus est avec peut-être parfois un certain nombre de mécontentements du côté de LR. D'ailleurs, le nombre de ministres LR semble diminuer par rapport au gouvernement précédent, qui était le gouvernement de Michel Barnier, puisque je note, en faisant un rapide calcul, qu'il resterait, je crois, 7 ministres issus des LR contre 11 dans le précédent gouvernement. Et puis, en effet, avec ce mécontentement très affiché il y a quelques heures maintenant par Monsieur Bertrand, qui, tout en souhaitant un succès au gouvernement de François Bayrou, a fait part quand même de son désaccord par rapport au fait qu'il n'ait pas été nommé à la justice, du fait que Monsieur Bayrou n'a pas voulu s'attirer les foudres du Rassemblement national. Autre point, on avait annoncé très rapidement, Arnaud Benedetti. On avait annoncé un gouvernement resserré. On est quand même un gouvernement de 34 membres. Absolument. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, pour votre analyse. Et on est toujours avec nos débatteurs qui n'ont pas encore beaucoup parlé, mais on va vous faire parler. Vous allez vous rattraper. Victor Hérault de Valeurs Actuelles, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Restez avec nous dans quelques instants. Europe 1 Soir, 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et ce nouveau gouvernement, on en parle évidemment avec nos débatteurs ce soir. Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir. Raphaël Steinville, bonsoir Victor. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir. Bonsoir Raphaël, Stéphanie. Et bienvenue au 3e étage. On a l'habitude de se voir à quelques étages de là. Il vous inspire, Raphaël, ce nouveau gouvernement ? Disons que si je suis absolument honnête, je dirais et qu'il fallait peut-être chercher des raisons d'espérer, sachant qu'on n'attendait pas forcément grand-chose de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement de François Bayrou. Il y a quand même ce tandem François avec d'un côté Bruno Retailleau à l'intérieur, oui, et Gérald Darmanin qui laisse espérer en tout cas qu'un changement soit possible. C'est un vrai signal. Enfin, on a un tandem qui est cohérent entre la justice et la police. Gérald Darmanin, qui est un ancien locataire de la place Beauvau, sait combien pour que cela fonctionne, que les efforts menés par les forces de l'ordre ne soient pas ruinés. Il faut qu'il soit sur la même ligne que la place Vendôme. Et là, en l'occurrence, maintenant qu'il reprend la place Vendôme, le ministère de la Justice, on peut attendre peut-être des changements à ce niveau-là, avec quand même une grande incertitude, c'est que tout dépend quand même malgré tout de l'Assemblée. C'est l'Assemblée aujourd'hui qui détient les principaux pouvoirs, et à cette aune-là, on peut espérer qu'ils auront les faveurs, ou en tout cas que le Rassemblement national ne viendra pas anéantir leurs efforts et leurs lignes, mais ça reste à prouver. Victor Hérault, on sent une tentative, en tout cas, d'équilibre de la part de François Bayrou, qui a renforcé quand même l'aile gauche. Alors bon, l'aile gauche un petit peu... C'est vite dit. Ouais, vite dit. Je suis pas sûre que les socialistes soient d'accord avec ça, mais enfin, c'est des gauches un petit peu repenties, des gauches progressistes, très... Voilà, Manuel Valls, Elisabeth Borne, Juliette Méadel, François Rebsamen. Je ne vais pas disserter pour essayer de savoir s'ils sont de gauche ou non. La seule chose qui importe, c'est savoir est-ce que la coalition des gauches considère qu'ils sont de gauche. Oui, c'est ça. Force est de constater que non. Manuel Valls, c'est d'ailleurs celui qui théorise les gauches irréconciliables. Ça va leur faire plaisir au nouveau Front Populaire. François Rebsamen, Elisabeth Borne, si vous voulez. Alors, Elisabeth Borne encore plus, mais François Rebsamen, c'est cette gauche qui est jugée comme de droite en réalité. Donc non, ce sont des petites cautions. Ce sont en gros je crois que le seul qui a la carte, c'est François Rebsamen, d'ailleurs, qui est encore encarté au Parlement. Il n'a même plus, lui. Il n'a plus la carte. Non, mais d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas y avoir de socialistes encartés dans ce gouvernement, puisque le Parti socialiste a refusé. Donc la gauche ne peut pas
pas se plaindre de ne pas avoir assez de gauche dans ce gouvernement, c'est elle qui a refusé d'y entrer. Maintenant, on sent quand même, au-delà de ce constat-là, que François Bayrou a choisi qui sera son bourreau. C'est-à-dire qu'il fallait absolument pas pour François Bayrou que et le Parti Socialiste et le Rassemblement National s'accordent à le censurer, sachant que le reste du Nouveau Front Populaire est déjà d'accord pour le censurer. Donc il a décidé de délaisser le Parti Socialiste en se disant bon, on va donner quand même des grands coups de pied à droite pour essayer de voir si le Rassemblement National peut nous suivre. Effectivement, Raphaël Stainville en parlait, le tandem Darmanin-Retailleau à la justice et à l'intérieur, c'est un bon signe pour le Rassemblement National. Alors après, il faut voir si le Rassemblement National, qui s'est montré capricieux avec Michel Barnier, ne se montrera pas encore capricieux avec ce gouvernement-ci. Mais le Rassemblement National qui a quand même eu une forme de gage avec l'exclusion, si j'ose dire, de Xavier Bertrand, qui le dit. Moi, j'ai pas eu la justice. Il voulait. Qui est parti avec grande classe. Il l'a dit. Voilà, c'est le Rassemblement National ne veut pas de moi, donc. Il a claqué la porte bruyamment à 45 minutes de l'annonce du gouvernement. Déjà, ça, c'est pas très glorieux. D'autres l'ont fait beaucoup plus discrètement. Et puis surtout, il dit, moi je retiens cette phrase, il dit, je ne participerai pas, puisqu'on m'a proposé d'autres postes, mais on m'a enlevé de la justice, je ne participerai pas à ce gouvernement, puisqu'il est, il tient à l'aval de Marine Le Pen. Et c'est contre mes engagements et mes valeurs. Il y a une forme de cohérence de la part de Xavier Bertrand, certes, quand même. Mais ça envoie en revanche les autres ministres issus des Républicains, Bruno Retailleau par exemple, sous le bus, en disant, mais s'ils sont au gouvernement, c'est donc qu'ils cautionnent l'aval de Marine Le Pen. Sous-entendu, bon, ils sont un petit peu d'extrême droite. Ils n'ont pas le même passif, je suis d'accord, mais il ne servait à rien de le publier dans un communiqué et de l'annoncer ainsi. Je trouve ça pas très classe pour ses collègues. Raphaël Stainville, c'est un gage pour vous, pour le RN, justement, le fait que François Bayrou n'ait pas voulu mettre forcément Xavier Bertrand coûte que coûte. Justement, il reste un mystère. Est-ce que c'est François Bayrou qui a renoncé à nommer Xavier Bertrand, ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui s'est opposé à cette nomination qui aurait de facto fragilisé de toute façon ce gouvernement, avec la possibilité d'une censure assez imminente de la part du RN. Ça, il y a encore un mystère, et dans les jours à venir, je n'en doute pas, nous saurons toute la vérité sur les derniers instants qui ont présidé à la constitution de ce gouvernement. Qu'est-ce que ça changera finalement, que ce soit l'un ou l'autre? Ça donne la texture finalement du bras de fer qui s'engage. Est-ce que ça s'engage entre Matignon et le Rassemblement National, ou entre l'Élysée et le Rassemblement National? C'est d'abord ça, je pense. Moi, à mon humble avis, je pense que c'est François Bayrou qui, pour préserver ses chances de pouvoir durer, a lâché du lest et a consenti à ne pas offrir le ministère de la Justice à Xavier Bertrand, mais ça reste à être confirmé. Quel gage pour le Parti Socialiste, hein. On rappelle que le Parti Socialiste, l'une de ses lignes rouges, c'était la suspension vraiment de cette réforme des retraites. Est-ce que, de ce point de vue-là, on a quelques lectures, quelques signaux à la lumière de ce gouvernement? Je n'en vois pas franchement. Ça, il faudra le voir peut-être. Non, mais je pense que c'est moins dans la constitution de ce gouvernement que dans les propos de François Bayrou, qui lui-même a laissé ouvert la porte à une révision. C'est-à-dire que il va falloir attendre encore quelques semaines pour savoir si la réforme qui a été promulguée sera appliquée en l'état, ou s'il y aura des accommodements pour essayer de satisfaire à quelques désirata de la gauche. Mais sachant que François Bayrou n'a pas consenti à la suspension de cette réforme, et qu'une grande partie de la gauche le perçoit, et je pense à raison, comme une tentative d'endormir la gauche en disant, écoutez, on verra dans 9 mois, mais d'ici là, ne me censurez pas. Alors, il n'était pas complètement formel, il peut encore avancer, hein, François Bayrou. Là, c'était la suspension jusqu'à ce qu'un autre accord soit trouvé. Les socialistes demandent une conférence sociale. Est-ce qu'il y a, alors, selon où on se pose, il y a un risque ou une chance que François Bayrou, finalement, renonce à cette réforme des retraites qui causerait quand même quelques difficultés au niveau des finances publiques? Écoutez, ça déplairait à deux gros poids, si on peut le dire comme ça. Un, même s'il ne représente que 8% de l'Assemblée, il représente un gros poids dans le gouvernement et dans le soutien du gouvernement, les Républicains. Les Républicains seraient pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on abandonne cette réforme des retraites qui, de leur point de vue, arrange la situation budgétairement parlant et financièrement parlant pour la France. Et puis surtout, Emmanuel Macron.
La réforme des retraites, c'est la réforme du président réformateur, bon, qui n'a pas réformé grand-chose, si ce n'est justement les retraites. Ça a été le casus belli à chaque fois qu'il y a eu un problème dans la politique de ce pays depuis cette réforme. C'est à cause de la réforme des retraites. Emmanuel Macron ne voudra absolument pas qu'on lâche sa réforme et il fera tout. Et on sait qu'Emmanuel Macron n'est pas un homme qui reste reclus dans l'Élysée et qui se refuse à influer sur ses gouvernements. Emmanuel Macron ne laissera pas faire le détricotage de sa réforme des retraites. Ce serait trop. Il ne laisserait aucun héritage politique si la réforme des retraites venait à... Et imaginez qui plus est l'humiliation pour celle qui a porté cette réforme des retraites. Elisabeth Borne, ouais. Elisabeth Borne qui fait son grand retour avec un ministère régalien, un titre de ministre d'État qui reprend l'éducation nationale avec un périmètre élargi. Numéro 2 manifestement du gouvernement. Numéro 2 du gouvernement. Alors peut-être c'est aussi une indication, c'est-à-dire que moi je trouve ça assez terrible pour l'éducation nationale, non pas le profil d'Elisabeth Borne, mais en l'espace d'un an, un an et demi, on est passé de Gabriel Attal en passant par Amélie Oudéa-Castéra, Nicole Belloubet, Anne Genetet pendant 2 mois et demi. Vous avez oublié Papendaï avant. Non, c'était avant Gabriel Attal. Donc tout ça, alors même que l'on affiche des ambitions très fortes pour l'école, n'est pas laisse augurer de quand même d'une fragilité et d'un manque de vision pour l'école. Et puis il y a un changement de ligne là, clairement, avec Elisabeth Borne qui est plus à gauche. Qui est même l'une des figures de la gauche macronienne. Puis si on s'intéresse un petit peu à la politique politicienne, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est qu'Elisabeth Borne fait le chemin inverse en termes de parcours de celui de Gabriel Attal, qui était ministre de l'Éducation nationale, devenu Premier ministre. Elle, c'est la première ministre qui s'abaisse à l'Éducation nationale, après s'être fait rafler et la présidence du groupe et la présidence du parti par ce même Gabriel Attal. Moi, j'y vois déjà une humiliation. Raphaël Steinville, je vous donne la parole dans quelques instants. Juste après la pub, on revient évidemment sur ces commentaires, vos analyses sur ce nouveau gouvernement. Restez avec nous. Europe 1 Soir, 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et nous sommes toujours en compagnie de Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Raphaël Steinville, avant la pause, vous nous parliez donc de cette ligne sur l'éducation nationale qui risque fortement de changer avec Elisabeth Borne. Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans cette dernière grande interview qu'il a accordée au journal du dimanche, Bruno Retailleau avait posé un certain nombre de lignes rouges et obtenu des garanties visiblement du Premier ministre pour finalement faire son entrée et se maintenir place Beaufort. Et parmi ces lignes rouges, au-delà de la loi immigration dont il dit qu'il a obtenu des garanties, il y avait précisément cette question de la théorie du genre, des programmes d'éducation sexuelle à l'école. Et il disait que le Premier ministre l'avait rassuré sur le fait de ne pas introduire la théorie du genre à l'école. Donc ça sera intéressant dans les prochains jours, lorsque Elisabeth Borne sera interrogée, si c'est sa position, si elle a obtenu, si elle va devoir peut-être taire un certain nombre de velléités, parce qu'on la sait très progressiste sur ces questions, ou si Bruno Retailleau l'aura finalement emporté dans déjà ce prochain bras de fer avec peut-être la ministre de l'Éducation nationale. Ça sera intéressant à suivre, effectivement. Alors les premières réactions qu'on attend, très importantes, celle de Marine Tondelier, par exemple, qu'elle dénonce l'indignité de Bayrou, qui se remet, selon elle, entre les mains de l'extrême droite. Le Rassemblement national, lui, par la voix de Jordan Bardella, accuse Bayrou d'avoir réuni la coalition de l'échec. C'est pas bien engagé, cette affaire, Victor Hérault. C'est certain. Ça veut dire qu'à gauche comme à droite, on n'est pas forcément ravis, en tout cas. Que les oppositions s'opposent, c'est pas une grande surprise. Maintenant, on aurait pu attendre un accueil peut-être plus bienveillant de Jordan Bardella, par exemple. De Jordan Bardella, je suis d'accord avec vous. Maintenant, la réaction de Madame Tondelier me paraît lunaire. C'est la gauche qui place le gouvernement entre les mains du Rassemblement national. C'est pas le gouvernement lui-même. Le gouvernement n'a pas choisi, évidemment, de se retrouver à l'échafaud avec le Rassemblement national comme bourreau. C'est la gauche qui, refusant de participer à ce gouvernement et qui, disant si vraisemblablement il va falloir que nous vous censurions parce que vous n'êtes pas suffisamment de gauche pour nous, qui donc devient la constante
et laisse la variable, le Rassemblement national, devenir la variable. Et donc, c'est la variable qui choisit, in fine, c'est logique, si le gouvernement tombe ou pas. Donc, je trouve ça assez lunaire d'accuser le gouvernement, alors que c'est elle-même qui s'est mise dans cette posture-là. Raphaël Steinville. Non, mais ce qui est vrai, c'est que les ambitions de François Bayrou ont dû être revues à la baisse. Il nous promettait un gouvernement d'union nationale avec d'intérêt général, avec 30% de ministres socialistes venus de LR et puis le bloc central macroniste. Et on voit que finalement, on assiste plutôt à un rétrécissement national avec d'anciens macronistes sur le retour. Je crois que c'était mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a été surpris lui-même. Je pense qu'il y avait une forme d'impréparation. Non, je pense que c'est pas une question d'impréparation. Je pense que la réalité du paysage politique, malgré les grands rêves et de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, rend impossible cette possibilité d'élargir le bloc central. Lorsque vous décidez d'exclure de facto quasiment la moitié de la représentation nationale, lorsque vous invitez tout le monde sauf le Rassemblement national et LFI, vous vous privez de la possibilité de pouvoir parler avec tout le monde, d'autant plus que le PS est encore très largement sous l'emprise de Jean-Luc Mélenchon. Et sur l'impréparation, moi je crois quand même un peu à l'impréparation de François Bayrou, puisque François Bayrou est un homme politique expérimenté, mais les 3/4, si ce n'est plus, de son expérience, c'est de l'expérience d'opposition. C'est le reproche qu'on fait d'ailleurs souvent que les oppositions au Rassemblement national font souvent, c'est facile de critiquer, vous êtes dans l'opposition, mais une fois aux affaires, vous n'y arriverez pas. Et ben, Bayrou s'est trouvé exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas su composer, il a dit je le veux, et puis une fois qu'il y est, il n'arrive pas à composer son gouvernement. Il se trouve que la tâche était quand même franchement difficile, faut pas non plus complètement l'accabler. C'est quasiment impossible, c'est la quadrature du cercle. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Jordan Bardella, qui disait à propos de ce gouvernement, c'est la coalition des échecs effectivement, réunit la coalition de l'échec. De l'échec, la coalition de l'échec. C'est vrai que là, il y a un paradoxe si on y voit en termes de métapolitique. C'est un gouvernement qui est censé rétablir tous les torts des 40 dernières années de tous les gouvernements qui ont échoué avant, qui nous ont menés jusqu'à ce mur-là. Et dans ce gouvernement, Manuel Valls, les anciens macronistes, en fait, quasiment que des anciens ministres, des anciens premiers ministres, tous les responsables quelque part qui nous ont menés jusqu'ici. Il y a là un message. Alors je comprends que François Bayrou il n'y a pas eu pléthore non plus de candidats et que plein de gens se sont dit oh là là, bateau est en train de couler, on n'a pas envie d'y aller. Il faut un gouvernement de compromis qui vote un budget surtout. Exactement. Mais c'est-à-dire que là, effectivement, il y a un côté le nouveau monde, la symphonie du nouveau monde, c'est simplement reprendre tous ceux qui nous ont menés jusqu'ici et les réunir dans un gouvernement. On en parlait, il voulait des stars, il voulait des alors ça c'est quelque chose. D'ailleurs, François Bayrou ce soir se dit fier d'un gouvernement d'expérience pour réconcilier et renouer la confiance avec tous les Français. Alors ça c'est ce qui retient l'attention par rapport au gouvernement Barnier où vous verrez qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Là, il est allé chercher des poids lourds. Ça dit quelque chose aussi. Ce qui est certain, c'est que contrairement à bien d'autres gouvernements ces dernières années, on a un gouvernement qui est constitué de figures politiques qui ont un poids, une expérience, c'est indéniable. Mais ce qui fait dire, et à Jordan Bardella, et je notais également la réaction de Yannick Jadot, qui parlait de voitures balais, de losers opportunistes, c'est qu'on peut tous leur reprocher finalement des échecs, des renoncements, et donc un bilan qui pour beaucoup est assez catastrophique. C'est ce qui fragilise l'Est d'ores et déjà ce gouvernement de François Bayrou. Ce sont des poids lourds, c'est certain, mais plus les poids sont lourds, plus on coule vite. Alors, vous parliez de l'alliance PS Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que justement ce gouvernement, avec ses choix à l'aile gauche, sont de nature un petit peu à faire revenir les socialistes à la maison, comme disait l'autre? Je crois qu'on l'a déjà dit. François Bayrou peut se satisfaire d'avoir pu attirer des noms venus de la gauche, mais d'une gauche voilà bien des années, dès lors que le NFP ne les désigne pas comme faisant partie de cette arc de gauche. Ils sont finalement presque des poids morts. En tout cas, leur plus-value. Ils ne voulaient pas rentrer au gouvernement, les socialistes. Non, mais leur plus-value pour élargir ce bloc minoritaire et espérer une majorité relative est presque nulle. Mais possible dissolution en 2025, municipale en 2026, présidentielle en 2027, si elle n'est pas avancée plus tôt par la démission d'Emmanuel Macron. Les socialistes ne pensent qu'à ça, mais comme tous les partis d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls. Ils voient ces échéances politiques arriver, ils veulent pas se mouiller avec le macronisme, c'est tout à fait logique. Enfin, pour aller où, Raphaël Steinville? Parce que là, on est en crise de régime.
ils cherchent quoi exactement? Parce que... Pour certains, et c'est la stratégie portée par Jean-Luc Mélenchon, cette stratégie du chaos, c'est précipiter ce rendez-vous présidentiel, faire en sorte que François Bayrou, qui lui-même s'est présenté... Que gagnera Marine Le Pen peut-être contre Jean-Luc Mélenchon. Mais François Bayrou s'est présenté auprès d'Emmanuel Macron pour justement justifier qu'il le nomme à Matignon comme son dernier et seul rempart. Donc si François Bayrou devait échouer et son gouvernement devait être renversé dans les jours ou semaines à venir, effectivement, cette question de la présidentielle, de la démission d'Emmanuel Macron se poserait avec une acuité immense. Alors le calendrier prochain, c'est évidemment le budget en février, et puis avant cela, le 14 janvier, le discours de politique générale. Là, on a du mal à savoir aujourd'hui à quoi on doit s'attendre, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne. Pour l'instant, il n'y a pas eu... Il n'y en a aucune. Alors, il y a la couleur de ce gouvernement, on le dit, plutôt de centre-droit, le tandem justice-intérieur qui fait pencher tout cela à droite au niveau du régalien. Maintenant, le discours de politique générale arrive bien après la nomination du gouvernement, et puis il y a une période de temps mort politique qu'on va être les fêtes de Noël. Donc, en arrivant le 14... C'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence en même temps, il n'y a pas de budget, on peut prendre 3 semaines de repos. C'est François Bayrou qui a décidé de déclarer sa politique générale aussi tard. Mais nous arrivons donc le 14, là les députés vont découvrir quelle est donc la politique que souhaite mener François Bayrou. Sans trop s'avancer, on pense que ça va être une sorte de macroniste, on ne sait pas trop, un coup à droite, un coup à gauche, il ne va pas y avoir de barre très claire. Jean-Luc Mélenchon lui dit, dès le 16, 2 jours après, censure. Je n'y crois pas trop. Vous y croyez pas? Non, il déposera sa motion, il la votera, ça c'est certain. Je pense pas que le Rassemblement national la vote aussi vite. Je pense qu'en réalité, je suis peut-être très optimiste pour François Bayrou, mais je pense que son gouvernement durera, attention c'est long, jusqu'au mois suivant, février budget. Mi-février budget, même cause, mêmes effets. Il faut aussi dire que par exemple tous les conseillers techniques de Michel Barnier ont été reconduits sous François Bayrou. Donc en réalité, même conseiller technique, même projet, même vision, donc mêmes effets, même censure.